Et notre invité politique ce matin, c'est Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, ministre déléguée chargée de l'Industrie. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Oriane, Madame la Ministre. On commence bien sûr, Agnès Pannier-Runacher, par ces annonces hier d'Olivier Véran qui tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. 69 départements en alerte et l'alerte maximale, notamment dans la métropole d'Aix-Marseille, où les bars et restaurants fermeront samedi. Et ça a provoqué la colère des élus marseillais. Michel Rubirola, la maire de Marseille, qui parle d'un gouvernement déconnecté des réalités. Renaud Muselier, le président de la région Sud, qui accuse Olivier Véran de perdre son sang-froid. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'il y a eu un manque de concertation? Je crois au contraire que c'est un gouvernement très connecté aux réalités, très connecté à la santé des Français et dont le rôle est d'assumer des décisions qui sont difficiles. Et on le reconnaît, c'est difficile pour protéger les Français et c'est ce que nous faisons avec les Marseillais. Alors, évidemment, il y a des conséquences économiques et évidemment, on va les traiter. Bruno Le Maire et Alain Griset annonçaient déjà hier qu'ils réuniront aujourd'hui l'ensemble de la filière pour justement regarder comment on va les accompagner. La filière hôtellerie, restauration. Tous ceux qui sont concernés par cette décision d'un point de vue économique pour voir comment on va les accompagner. Vous savez, on est dans l'action et c'est vraiment pas le moment de polémiquer. Nous traversons une crise qui est totalement inédite. Politique que font Michel Rubirola et Renaud Muselier? Je trouve un peu parce qu'il y a toujours cette opposition de Paris et du territoire, mais en réalité, ces décisions, il faut les prendre sur la situation telle qu'elle est. Et il ne s'agit pas d'opposer un centre qui ne saurait pas, qui serait déconnecté. Enfin, c'est vraiment oui, mais Madame la Ministre, une espèce de thématique un petit peu dévoyée, répétée. Et aujourd'hui, on doit faire face à la réalité de la situation. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La situation à Marseille-Aix n'est pas la même que sur le reste du territoire. Madame la Ministre, si vous le permettez, c'est vrai que les élus locaux, à la fois, ne comprennent pas qu'il n'y ait pas eu de concertation, alors que Olivier Véran, hier, disait que chaque préfet allait se mettre en concertation dans les jours prochains, justement pour adapter au niveau local. Et ce qu'a annoncé Olivier Véran, c'est une décision, c'est un coup de massue, qu'ils ont du mal à la comprendre. Et sur le terrain, on entend aussi des témoignages qui disent on autorise finalement les gens à aller travailler, on les autorise à prendre les transports en commun et à être serrés les uns contre les autres dans les bus, mais finalement, on n'accepte pas ce qu'ils soient sur des terrasses. Est-ce que vous comprenez ces interrogations? En fait, sur une terrasse, vous ne portez pas votre masque. C'est une différence assez sensible, je crois. On pourrait le décider. Au moins pendant le essayez moment. Essayez de manger avec un masque. Ouais, si vous y arrivez, moi mais on ne fait pas que manger sur une terrasse. Pareil, essayez de boire avec un masque. C'est ça la grosse différence. Et je crois qu'il ne faut pas tomber dans ce type de polémique, de petite polémique. C'est pas une petite polémique. Il y a des enjeux économiques énormes. Il y a des gens qui disent clairement que dans les transports en commun et et au travail, on porte un masque, on peut respecter les gestes barrières de manière beaucoup plus simple que lorsqu'on est dans la convivialité. Et que de dire ça, qui est du sens commun, et de faire, je dirais, attention à la santé des Français, et de regarder les statistiques, et malheureusement les statistiques, elles sont cruelles et elles donnent la réalité, c'est prendre nos responsabilités de gouvernants, c'est prendre nos responsabilités face aux Français, y compris quand la décision est difficile. Et alors, quelles aides allez-vous reconduire pour aider le secteur de la restauration? Ça, c'est de ce dont vont discuter Bruno Le Maire et Alain Griset avec l'ensemble du secteur. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a eu des décisions qui ont empêché des professionnels de travailler, nous avons été au rendez-vous. Le Fonds de solidarité, c'est plus de 6 milliards d'euros portés par l'État. 6 milliards d'euros qui ont accompagné plus d'1 million d'entreprises. Donc nous serons encore au rendez-vous, bien entendu. Est-ce que ces mesures annoncées et cette remontée de l'épidémie, c'est vrai que les chiffres sont là, ça va mettre un coup d'arrêt au timide redémarrage de l'industrie française? Je crois que là, on n'est pas sur le même type d'économie. Les décisions qui ont été annoncées, elles impactent le secteur de l'hôtellerie, de la restauration. Ce n'est pas le secteur de l'industrie. Pour le moment. L'important pour le secteur de l'industrie, c'est le redémarrage mondial. C'est le redémarrage de l'ensemble des économies, et notamment des économies européenne, c'est qu'on soit globalement relancé. Donc aujourd'hui, l'industrie est en croissance.
Aujourd'hui, de l'épidémie. Oui, mais l'industrie est en train de redémarrer. Cette industrie qui est en train de redémarrer. L'industrie est en train de redémarrer et sa dynamique est assez indépendante de celle d'autres secteurs qui sont celles de services tournés vers la convivialité. Donc je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Ça ne veut pas dire que la situation dans l'industrie soit simple. L'important dans l'industrie, c'est la façon dont les carnets de commandes vont se recharger et dont on va passer un trou d'air dans certains secteurs. On le sait, dans l'aéronautique, on a un trou d'air de plusieurs années, pas de plusieurs mois, parce que l'arrêt de l'aviation commerciale empêche de commander des avions, qui empêche de faire tourner les chaînes aéronautiques aujourd'hui. Alors on imagine que le gouvernement se prépare à gérer une seconde vague qui pourrait être forte, hein, on ne le sait pas pour le moment. Est-ce que vous mettez déjà des entreprises françaises en alerte sur ce qui a manqué lors de la première vague, des masques, des gels? Est-ce que vous avez déjà un travail avec ces industries? En fait, nous avons anticipé ce travail au mois de juillet, puisque moi j'ai co-signé une recommandation pour l'ensemble des entreprises avec Olivier Véran et avec Elisabeth Borne, leur demandant de faire un stock de 10 semaines de masques dans les entreprises, précisément pour anticiper ce type de situation. S'agissant du gel hydroalcoolique, on est en bonne posture, il n'y a pas de situation de tension. S'agissant des gestes barrières, aujourd'hui, l'ensemble des entreprises ont rodé leurs dispositifs. Depuis le mois de mai, ces dispositifs ont eu le temps d'être appropriés par les salariés et d'être rodés sur le terrain, de même que les systèmes de télétravail. Et donc, on est plutôt en meilleure posture qu'on ne le fut au mois de mars, où brutalement la situation s'est arrêtée. Vous dites ce matin aux Français, rassurez-vous, on ne connaîtra pas les mêmes problèmes qu'en mars, vous ne manquerez pas de masques, pas de gel, quelle que soit l'ampleur de la seconde vague? Je rappelle que sur les masques, nous étions à 3 millions de masques produits en France sur les masques chirurgicaux et FFP2. Nous sommes aujourd'hui au-delà de 50 millions par semaine, et nous serons à 100 millions à la fin de l'année. Et s'agissant des masques textiles, j'étais hier soir avec la filière textile qui attend les commandes et qui vraiment font un appel aux entreprises pour privilégier leurs masques filtrants au-delà de 90%, c'est-à-dire vraiment des performances exceptionnelles de protection des salariés, en disant nous produisons français, c'est plus écologique, messieurs les entrepreneurs, équipez-vous chez nous. Parce que les entreprises ne font pas assez appel à ces entreprises françaises? Tout à fait. Aujourd'hui, il y a une petite déception de la filière textile parce qu'on continue à préférer des masques à usage unique. C'est plus cher et moins écologique. Et même si on produit des masques en France, en volume, on peut plus produire de masques textiles en France. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet, Madame la Ministre, également sur les gants? Alors, c'est peut-être moins grand public, mais ça intéressera énormément le personnel de santé. On nous a fait part d'une augmentation parfois par 4 du prix des gants à la fabrication, au point que Madame Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée à l'autonomie, se posait la question de savoir s'il ne fallait pas intervenir sur ces prix, voire même compenser par l'État le surcoût qui est appliqué aux établissements. Est-ce que là, il n'y a pas un sujet à traiter rapidement? Alors, ça, je laisserai Brigitte Bourguignon adresser ce sujet au niveau des EHPAD, sur la prise en charge du grand âge. Les gants, c'est une production qui est internationale pour une raison toute simple, c'est que la matière première, elle n'est pas produite en France, puisque c'est de l'EVA et qu'il faut un certain climat pour pouvoir faire pousser ces arbres-là. C'est un dérivé du caoutchouc. Donc effectivement, vous avez une concentration du marché des gants dans des pays asiatiques et bloquer les prix n'aurait pas d'impact puisque ce sont des productions qui sont importées. Et même si nous avons un fabricant ou des projets de fabrication de gants, il y a la matière première dont on a besoin. Donc, ça sera ensuite chacun dans son, périmètre d'apprécier si la charge pour payer tel ou tel bien suppose une intervention de l'État. Encore une fois, l'État a été au rendez-vous systématiquement à chaque fois qu'il fallait accompagner les collectivités locales, les entreprises, les hôpitaux, les EHPAD pour compenser des difficultés financières. Je crois qu'il faut savoir le reconnaître aujourd'hui et il l'a fait très rapidement puisque dès le 15 avril, nous avions déployé l'ensemble des dispositifs. Allez, on va passer à ces plans sociaux qui menacent malheureusement plusieurs entreprises. On commence par Bridgestone, Julien. Oui, évidemment, c'est un dossier qui nous tient à cœur, évidemment, à la Voie du Nord. Plus de 800 emplois qui sont menacés. Un investissement de Bridgestone, de l'entreprise Bridgestone dans la transformation de l'usine, est-ce que vous y croyez encore ?
Je vais regarder les chiffres. J'ai regardé très précisément la situation de Bari. La situation de Bari, c'est un accord, puisque c'est l'exemple qui est donné, c'est l'usine italienne qui devait être fermée en 2013 puis en 2015, dans lequel Bridgestone a accepté finalement de faire un investissement à 2 conditions. La première condition, c'est un co-investissement des autorités publiques locales et nationales à hauteur de 12 millions d'euros. On parlait d'un investissement total de 40 millions d'euros. Et la deuxième condition, c'est une baisse des salaires de l'ordre de mémoire 40%. La première condition, si elle devait arriver sur la table, je crois qu'il n'y aurait aucune hésitation, ni de la part de la région, ni de la part des élus locaux, ni de la part de l'État, pour accompagner la transformation d'une usine qui la rendrait durable pendant des années. La deuxième condition est une condition drastique et qui ne correspond probablement pas aux attentes des salariés. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est d'étudier très simplement les différents scénarios. Des scénarios de maintien d'une activité autour du pneu, soit de fabrication, soit dans la chaîne recyclage par exemple. Est-ce que ça a un sens sur cette usine? Et regarder des alternatives. Mais moi, ce que j'ai demandé à Bridgestone et ce qu'ils ont accepté, c'est effectivement de remettre, d'abord de travailler à livre ouvert, de remettre à plat les scénarios et de regarder des scénarios dans lesquels Bridgestone est partie prenante et pas seulement où Bridgestone laisserait un chèque sur la table pour s'en aller. Je pense que c'est la responsabilité de Bridgestone de travailler sur ces sujets-là. Vous savez qu'on a un accord de méthode qui a été signé en 48 heures, ce qui est plutôt bon signe, dans lequel Bridgestone a repris toutes les demandes des organisations syndicales en termes justement de temps libéré pour les représentants des salariés, en termes de temps de négociation. Nous avons 5 mois maintenant pour construire un projet pour ce site. Est-ce que vous êtes, comme le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qualifié ce projet de fermeture comme un assassinat, donc un assassinat, c'est prémédité? Je crois que je ne veux pas être dans l'invective. Moi, je suis dans la construction. Aujourd'hui, on n'a pas le choix que de trouver une solution pour ce site et une solution pour les 863 salariés. Et c'est ça qui me motive. Je ne vais pas distribuer les bons et les mauvais points. Si on veut avancer, il faut trouver une solution, ne pas perdre de temps sur le passé. On sait ce que le passé est. C'est une entreprise qui a perdu progressivement de la compétitivité. Il y a eu une tentative l'année dernière pour trouver un accord de restructuration et de réinvestissement. Probablement que cet accord était à mi-chemin, n'allait pas suffisamment loin dans le réinvestissement, allait trop loin dans certains éléments. Et il n'a pas fait l'objet d'un soutien de la part des salariés. Pour trouver un projet, il faut que les salariés suivent et c'est ce qui va nous motiver. Alors, la question est peut-être naïve, mais est-ce que depuis votre réunion de lundi, il y a déjà des choses qui ont avancé sur ce dossier? Depuis lundi, on est mercredi, donc jeudi. Oui. Donc aujourd'hui, on a effectivement nommé un cabinet, un conseil tiers qui va expertiser l'ensemble des hypothèses. Nous travaillons avec Bridgestone sur les éléments qu'ils peuvent nous communiquer. Mais à ce stade, on ne construit pas une solution industrielle en 48 heures. Ce ne serait pas sérieux. Ça voudrait dire qu'elle existait déjà si c'était le cas. Donc nous sommes dans la phase de travail. Ça va prendre du temps. Toutes ces solutions, je pense à Ambar, je pense à Borg-Warner, qui sont des situations équivalentes, c'est-à-dire de menaces de fermeture avec des recherches de solutions, ça se construit sur plusieurs mois. Vous avez déjà une prochaine date de réunion? Donc Borg-Warner, il y a 2 repreneurs possibles. Ambar, il y a un repreneur possible. Aujourd'hui, Bridgestone, on est au tout début de l'histoire. Est-ce qu'avec Bridgestone, avec la direction de Bridgestone, vous avez déjà une prochaine date de réunion? Bien sûr. Nous avons une première date de réunion qui est prévue d'ici 2 à 3 semaines, donc dans la semaine de mémoire du 5 octobre. Il faut caler exactement pour que tout le monde puisse être autour de la table. Et il y a un rendez-vous important avec les organisations syndicales à partir du 1er octobre. Et Elisabeth Borne travaille en temps masqué pour faire toute l'évaluation des compétences des personnes qui travaillent à Bridgestone. Donc vous voyez, on ne chôme pas dans les jours qui viennent. Alors on parle beaucoup de Bridgestone, c'est vrai ces dernières heures, mais malheureusement il n'y a pas que cette entreprise qui est concernée. Il y a beaucoup de plans sociaux, on va peut-être les voir à l'image. Est-ce que vous vous préparez à une vague de plans sociaux? Est-ce que vous arrivez à chiffrer ce qui va se passer dans les prochains mois? Alors, je vais reprendre les chiffres d'Elisabeth Borne, qui est ministre du Travail et qui est à la manœuvre sur ces sujets-là. Elle indiquait qu'il y avait aujourd'hui déposé un peu plus de 300 plans sociaux pour un peu plus de 50 000 salariés. Déposé, ce n'est pas forcément la photo finish.
derrière chacun de ces plans sociaux, il y a une négociation. Et cette négociation, avec les outils qu'a mis en place l'État, vise à réduire autant que possible l'addition pour les travailleurs français. Je veux redire ici qu'il y a un dispositif d'activité partielle de longue durée qui n'est sans égal au niveau européen. Et lorsque vous regardez les suppressions massives d'emplois au niveau mondial, vous apercevez que la France aujourd'hui paye une addition. Encore une fois, je ne dis pas que nous sommes dans une période d'un dynamisme échevelé, mais l'addition que nous payons a été très fortement réduite parce que l'État s'est impliqué et parce que l'État a mis sur la table des dispositifs extrêmement puissants pour limiter la perte de compétences et pour protéger les salariés. C'est ce que vous valorisez, excusez-moi, à l'heure actuelle, c'est activité temps partiel de longue durée et puis les accords de compétitivité. Finalement, est-ce que vous dites aussi aux gens il est peut-être temps d'accepter parfois des baisses de salaire pour poursuivre l'activité ? Alors, les accords de compétitivité, en règle générale, ils vont s'attacher pas à baisser le salaire principal, mais à revoir les primes annexes et tout un ensemble d'éléments qui peuvent peser effectivement ponctuellement sur l'entreprise. Ces accords de compétitivité, oui, ça peut être des bonnes portes de sortie. Il est important qu'ils soient équilibrés, il est important qu'ils soient l'objet d'un dialogue social construit et de qualité au sein de l'entreprise. Il est important aussi qu'il prévoit des mécanismes où si tout le monde s'en sort bien, tout le monde s'y retrouve à la fin, c'est-à-dire ce qu'on appelle le partage de la valeur. Nous poussons à ce qu'on développe encore plus les accords d'intéressement, les accords de participation et l'actionnariat salarié, autant de dispositifs qui font que quand l'entreprise traverse un moment difficile, tout le monde se sort les coudes, mais quand elle rebondit, tout le monde en profite. Et ça, c'est important. Il y a d'autres emplois qui sont menacés chez Nokia notamment. Et il y a l'un de nos téléspectateurs qui a souhaité vous poser une question à ce sujet. On va regarder. Alors, il s'appelle Bernard Egon. Il vous demande que compte faire le gouvernement face au désengagement de Nokia, au plan social annoncé, cette suppression de 1233 postes en recherche et développement sur la 5G, donc 402 ingénieurs à Lannion. Est-ce que vous êtes pour la promotion du savoir-faire français développé depuis 60 ans ? C'est ce qu'il vous demande. Tout à fait. Et d'ailleurs, nous y travaillons de très près. Pour vous donner une idée, je voyais lundi le directeur général France d'Ericsson pour lui parler de la situation. Mardi, il y avait une réunion interministérielle pour regarder ce que les services de l'État pouvaient faire, puisque vous savez que la Direction générale de l'armement et l'ANSSI ont des recrutements dans les domaines de cybersécurité et correspondant aux compétences des ingénieurs concernés chez Nokia. Mercredi, nous avons eu un contact avec Qualcomm et j'ai vu la patronne France d'Orange. Donc tous les jours, il se passe quelque chose sur le dossier de Nokia. Nous sommes évidemment en contact avec la direction de Nokia pour également discuter d'une possible réduction du plan qui serait le corollaire d'un réinvestissement dans certains éléments de recherche et développement. Puisque... Possible réduction, juste, ça veut dire quoi ? On rappelle qu'il y a 831 postes qui sont menacés dans l'Essonne et c'est 402 postes qui sont menacés à Je ne vous donnerai pas de chiffres, je ne fais pas de surpromesses. On attend d'avoir les éléments finalisés. Tout à fait, mais à ce stade... c'est les salariés qui auront l'information la première. Et c'est quand même ce qu'on leur doit, il me semble. Ce n'est pas dans les journaux qu'on apprend les plans qui vous concernent. Et par ailleurs, il est également important d'avoir ce contact. Mes équipes ont un contact toutes les semaines avec le représentant des salariés. Et Nokia qui a, selon les syndicats, reçu 280 millions d'aides entre 2016 et 2019 au titre du CICE. Et ça repose la question des contreparties. Il y a Hervé Marseille, qui est le président du groupe centriste ici au Sénat, qui annonce sur notre site internet publicsénat.fr que lors de l'examen du plan de relance, il va faire des propositions fortes pour qu'il y ait des contreparties à ces aides aux entreprises. Est-ce que vous êtes prêt à le suivre sur ces questions ? Alors, plusieurs choses. D'abord, le CICE, ça n'existe plus en France. Oui. Et c'est ce gouvernement qui l'a supprimé. Voilà. Et je pense qu'il faut se départir de cette idée qu'il y a systématiquement des aides. Donc, le CICE, on n'en parle plus. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, nous, on est prêts. On a déjà travaillé sur des contreparties. Vous avez des prêts garantis par l'État qui sont assortis de contreparties de décarbonation. On n'a pas attendu que ce débat soit sur la place publique.
tous les investissements qui sont soutenus, par exemple dans l'industrie. Moi, j'accompagne un certain nombre d'entreprises. J'ai 2400 projets aujourd'hui qui sont déposés pour de la modernisation industrielle, pour de la décarbonation, pour de la relocalisation. 2400 projets. C'est juste gigantesque dans le monde industriel. Je rappelle qu'il y a 33 000 PME industrielles, 1000 entreprises de taille intermédiaire. Donc c'est pour vous donner la maille. Eh bien, derrière chacun de ces projets, il y a une localisation de l'investissement et un projet très clairement établi. On ne va pas financer n'importe quoi. Allez, il nous reste peu de temps, mais un sujet dont vous vous occupez aussi, ce sont les jouets genrés, une charte qui a été signée, Julien. Oui, en effet, vous avez signé cette charte pour lutter contre les stéréotypes dans les jouets. Alors c'est vrai que encore un peu tôt dans la saison, mais on va commencer à s'en préoccuper. Qu'est-ce que vous voulez par là montrer ? Alors, voilà, c'est la charte dont c'est la première année anniversaire. Pourquoi cette charte ? Mon sujet, c'est pas de savoir si les jeux sont roses ou sont bleus. Mon sujet, c'est que les petites filles puissent se projeter dès leurs 5 ans, 6 ans, 7 ans dans des univers qui ne soient pas fermés lorsqu'on pense à la construction, lorsqu'on pense à des jeux un petit peu, on va dire, scientifiques, ou même dans des professions qui soient... qui sont présumés réservés aux petits garçons. Une Barbie spationaute, c'est une façon de nourrir l'imaginaire des petites filles. Donc vraiment, notre enjeu, c'est de partir du constat que depuis 40 ans, il y a eu une évolution où les jouets sont devenus de plus en plus genrés, que l'on réserve un certain type de jouets qui développent plutôt des compétences verbales chez les filles et des jouets qui développent pour les garçons plutôt des compétences de construction et de créativité, et que ça enferme les uns et les autres dans des univers qui, derrière, vont avoir une implication sur leur choix d'orientation et de carrière. Pourquoi les petites filles qui sont bonnes en maths font systématiquement des sciences du vivant et pas des sciences dures ? Je pose la question, et aujourd'hui, notre enjeu, c'est que toutes les petites filles et tous les petits garçons et toutes les orientations professionnelles ouvertes, et que ce ne soient pas nos projections qui influent leur carrière. Et des chiffres, en France, il n'y a pas plus de 30% de femmes dans l'industrie et il y a 17% de femmes dans les fonctions exécutives, c'est-à-dire de direction. Eh ben, c'est un handicap pour notre compétitivité. Allez, dernière question, Agnès Pannier-Runacher, elle est politique. Est-ce que vous serez candidate au régional ? Moi, je l'ai dit, les régionales, c'est l'économie, le développement économique et le rééquilibrage sur les territoires. C'est évidemment des sujets qui me passionnent. L'Île-de-France, c'est mon territoire où j'ai grandi et je suis évidemment disponible pour être candidate. Mais le sujet aujourd'hui, c'est pas de savoir qui est candidat. Le sujet, c'est d'avoir une vision. Je pense que la majorité présidentielle a une vision distinctive d'autres voix, des Républicains ou de la gauche, que nous devons porter cette vision, que nous devons la porter ensemble, chacun en prenant notre risque, et que derrière, nous devons faire collectivement cette campagne. Question, Julien. Question, c'est parce qu'il y a quand même, on a l'impression que ça occupe beaucoup l'esprit, en tout cas, cette tête de liste. On parle de Gabriel Attal, de Jean-Michel Blanquer, d'Elisabeth Borne, de vous. Est-ce que vous en avez à 100% envie, par exemple ? Plus que les autres. Est-ce que vous en avez plus envie que les autres ? Non, mais je pense que moi, je ne me pose pas cette question de cette manière. Je me pose plutôt la question de qu'est-ce qui va faire qu'on portera le mieux le projet. Est-ce que vous en avez envie, très envie ? Comment est votre envie là-dessus ? Dites-le nous. Alors, je vais le redire. Il y a des conditions de réussite à cette campagne, et ces conditions de réussite, c'est la clé pour en avoir envie. C'est-à-dire qu'il faut avoir un projet qui est vraiment de l'ambition et une majorité présidentielle qui soit réunie derrière, où chacun prend son risque. Et une majorité présidentielle unie, c'est pas vraiment le cas en ce moment. Eh ben, c'est exactement la maison commune. Et donc, ça peut être compliqué. Faisons-la, c'est le moment. Merci beaucoup. Merci Agnès Pannier-Runacher d'avoir été avec nous. Merci Julien Lécuyer. On va regarder ensemble la une de La Voix du Nord aujourd'hui, consacrée bien sûr à cette crise sanitaire. Métropole lilloise, alerte renforcée. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On passe tout de suite au Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. NJ,
acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires.